Voilà, donc à nouveau, bienvenue dans la boîte à outils de la classe renversée, donc à la deuxième partie de notre atelier. Et je vais partager avec vous donc, des méthodes que j'utilise pour essayer de répondre à ces questions. Là, j'ai choisi 6 questions, mais il y en a bien plus que 6. Donc, comment est-ce qu'on peut, par exemple, maintenir l'attention des élèves en classe pendant les exposés? Comment est-ce qu'on peut les préparer, les imprégner avant de leur faire un cours plus ou moins magistral? Est-ce qu'on peut les aider à produire de la connaissance, à construire des chapitres ensemble? Si on met les étudiants ou les élèves en groupe, comment est-ce qu'on peut favoriser l'interaction entre ces équipes, sachant que ces équipes d'élèves ne sont pas toujours constituées de la même manière. C'est très différent des équipes constituées par affinité, au hasard ou avec un casting. Comment on détecte des étudiants dans un groupe ou des élèves, j'utilise le mot étudiant par déformation professionnelle, des élèves qui profiteraient un peu du groupe dans le cas où il y a une note collective pour avoir une bonne note ou une note moyenne, alors qu'ils ne contribuent pas tant que cela. Et comment est-ce qu'un enseignant qui innove peut aussi inviter ses élèves à participer à l'évolution de sa méthode pédagogique. Donc, déjà, dans la classe renversée, mais aussi dans beaucoup d'ateliers que vous organisez ou auxquels vous participez, que ce soit des classes inversées, renversées, mutuelles, puzzle, collaboratives. Le principe, c'est que les élèves travaillent ensemble. Donc, moi, les outils que j'utilise, ce n'est pas vraiment des outils à 100% axés sur le fait que je veux que mes étudiants comprennent le cours par cœur, enfin comprennent le retiennent par cœur. Ce qui m'intéresse, c'est des interactions entre eux, les interactions, et puis qu'ils produisent des choses que peut-être l'un d'entre eux tout seul, même s'il était le major de promo, ne serait pas capable de produire. Donc on a des outils collaboratifs. Les outils que j'utilise, moi, ce sont des plateformes collaboratives, donc j'utilise Google Drive, mais on peut très bien travailler avec des outils qui ne sont pas forcément numériques. Donc, j'ai des collègues qui utilisent des méthodes comme les miennes, mais sans ordinateur. On font travailler sur des posters, des montages, des puzzles. Donc, il ne faut pas toujours penser qu'on peut faire coécrire des élèves uniquement en utilisant des plateformes collaboratives et pas uniquement Google. Ce qui est intéressant, c'est que quand on demande à des élèves de travailler ensemble, vous voyez, on peut leur faire écrire une partie d'un cours. Donc moi, je peux leur demander, expliquez-moi comment fonctionne un virus. Donc ils vont co-construire une explication, mais on peut aussi leur demander de co-construire des réponses. Donc ces outils-là, numériques ou pas, sont utilisables par les élèves de manière identique. Ce que je remarque, moi, c'est que si vous voulez que des élèves, si moi je veux que des élèves co-construisent, écrivent ensemble à un rythme régulier, là, il faut que mes étudiants soient dans des groupes avec un casting. Donc, si j'ai plusieurs groupes et si je veux que la production des groupes soit à peu près du même niveau, il faut faire un casting. Sinon, j'ai un groupe qui écrit trop vite et un autre qui n'écrit pas assez vite. Par contre, quand je demande à des groupes d'élèves de répondre à des questions, là, ce n'est pas important, le casting est moins important. Donc, il y a des méthodes qu'on appelle tableau tournant ou dossier enrichi, hein, c'est à peu près la même chose. Moi, j'utilise des tableaux sur roulette, mais la première année, j'avais pas de tableau. Donc, j'utilisais des grandes feuilles de paperboard, ça marche super bien. J'achetais des rouleaux de paperboard, les élèves écrivaient sur ces feuilles, on les scotchait au tableau. Et l'intérêt des tableaux écrits ou des feuilles de paperboard, c'est que les étudiants sont très actifs. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand les tableaux sont horizontaux, eh bien, il y a beaucoup plus d'interaction entre les élèves que quand les tableaux sont verticaux. Sur ce dessin, vous voyez 3 groupes d'élèves qui vont répondre à une même question, mais si je faisais la même méthode, mais au lieu de prendre des tableaux verticaux, je proposais à mes élèves d'avoir des feuilles de paperboard horizontales, il y a beaucoup plus d'activité parce qu'ils sont tous autour de la feuille. J'ai aussi un peu utilisé des ordinateurs. C'est vrai qu'on peut faire ça aussi avec des outils informatiques. Ce que j'ai remarqué, c'est que si chaque groupe produit des réponses collectives en utilisant des logiciels, j'ai remarqué beaucoup moins d'interactivité entre les élèves. Donc, ce que je fais, moi, je les fais écrire, dessiner, et il peut y avoir une personne dans le groupe qui va faire la synthèse, le secrétaire, et renumériser l'ensemble. Ce qui marche super bien aussi, c'est les représentations graphiques. Alors moi, je suis un biologiste, hein, donc j'utilise des schémas, mais très peu des cartes mentales. Or, je me suis rendu compte qu'en apprenant à utiliser des cartes mentales, eh bien, j'obtenais un résultat beaucoup plus collaboratif entre mes élèves. Pour vous donner une idée, mon premier cours, donc la première leçon de la classe renversée, quand ils arrivent, ils doivent construire le plan du chapitre.
puisque mes élèves vont écrire les chapitres eux-mêmes. Eh bien, ils ont juste le titre d'un chapitre. Mais vous, si par exemple, vous êtes prof d'histoire et que vous dites à un groupe d'élèves, vous allez m'expliquer en 3 pages pourquoi Napoléon a gagné à Austerlitz et puis un autre groupe pourquoi il a perdu à Waterloo, eh bien, souvent, ils attendent le titre. Il faut parler de quoi, dans quel ordre. Donc moi, ce que je fais, c'est que je leur dis, construisez un plan en équipe, et puis moi, je valide le plan. Donc, dans tous les chapitres de mes étudiants, eh bien, je leur laisse la liberté de construire, de construire les plans. Et ils utilisent des cartes mentales. J'ai un collègue qui fait la même chose que moi en économie. Par exemple, il explique à ses élèves les conséquences du Brexit. Donc, au milieu de la carte mentale, les élèves par groupe de 5 écrivent conséquences du Brexit, par exemple, conséquences du Brexit en Grande-Bretagne, et les branchements de la carte mentale, eh bien, chaque groupe d'élèves ou sous-groupe va choisir de détailler les conséquences politiques, les conséquences économiques, les conséquences sociologiques, les conséquences, etc. Ce qui fait que vous pouvez aussi, en utilisant ces plans construits par les élèves, leur attribuer parfois des ramifications à travailler en sous-groupe à leur choix. Donc voilà quelques exemples qui me permettent de mettre des élèves ensemble pour produire des choses. Donc n'hésitez pas, hein, Locénie, Catherine et Cassandra, si vous voyez s'il y a des questions que vous lisez, qui apparaissent au fur et à mesure de mes descriptions dans le chat. C'est noté. Donc vous prenez la parole, vous m'interrompez et je m'arrêterai pour répondre à la question. D'accord. Donc les élèves, ils sont capables, il y a beaucoup de façons de les faire travailler ensemble. Mais on arrive au moment de l'exposé. Alors je vais juste vous donner quelques exemples de façons que j'utilise pour que mes étudiants exposent de manière interactive. Au début, quand j'ai créé cette méthode, mon idée, c'était comment est-ce que je peux faire pour que lorsqu'un groupe est au tableau, s'il parle pendant 5 minutes ou 10 minutes, tous les autres élèves l'écoutent. C'est pas évident parce que vous savez que des étudiants, ils peuvent être des fois moins attractifs dans leurs exposés qu'un prof. Des fois, c'est l'inverse. Et donc, comme les élèves se fatiguent au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ils n'écoutent plus ce qui est exposé. J'ai inventé des méthodes que j'ai appelées ping-pong, karaoké, battle, je vais vous les montrer. Et le principe, c'est le suivant. On va projeter au tableau un dessin, mais ça peut être une diapo. En tout cas, on projette au tableau une représentation. Ça peut être un texte, un tableau, un schéma, ce que vous voulez. Et pendant 1 minute ou 1 minute et demie, on va demander à un groupe d'élèves ou à un étudiant de présenter. Et puis après, il y aura une interaction. Aujourd'hui, dans le cadre de la clique à distance, je vous décris ces méthodes avec des dessins, mais j'avais eu l'intention de vous les faire vivre en réel dans un atelier, en physique. Ça sera peut-être pour l'année prochaine. Le karaoké, ça fonctionne comme ça. L'exposé que vous voyez en jaune, c'est un exposé de l'équipe 1 et je prends un étudiant de l'équipe 2 que je prends au hasard. Et donc, j'oblige un étudiant qui n'a pas fait l'exposé de présenter en 1 ou 2 minutes ce qu'il comprend du schéma. Donc déjà, les autres sont attentifs. Ensuite, au bout d'1 minute ou 2, je demande au groupe qui a constitué la diapo ou le schéma de corriger ou de compléter ce que l'élève de l'autre groupe a peut-être mal compris, mal expliqué. Et enfin, je demande à toute la classe de poser des questions d'incompréhension. Et c'est le groupe qui a constitué la production qui répond. Donc j'ai 1 minute 30 d'exposé un peu improvisé. Après, j'ai 2 ou 3 minutes de complément par le groupe qui a construit la diapo. Et enfin, j'ai 4 à 5 minutes de réaction avec l'ensemble de la classe. Ça, c'est le karaoké. On a une petite question. Oui. Pardon. Oui. Armel demande si ça sous-entend un teasing du prof avant de faire ce plan. Non, justement, les étudiants, c'est la surprise totale. Les étudiants travaillent par groupe. J'ai 8 groupes et ils savent qu'il va y avoir 8 exposés. Donc, on va écouter 8 fois 10 minutes ou 8 fois 5 minutes. Et là, ça va être pénible hein, parce que 8 fois 10 minutes, c'est très long. Et donc, je leur dis, quand vous allez exposer, c'est moi qui vais je vais vous imposer ou je vais vous demander d'exposer d'une certaine manière. Ça sera à vous de découvrir. Et à chaque fois, c'est une surprise. Elle a précisé qu'en fait, elle voulait dire avant que les élèves créent le plan du chapitre. Non, du tout. Ils ne savent pas. Ils font le… Ah, pour le plan du chapitre. Non, pour le plan du chapitre avec la carte mentale, comme j'en ai parlé juste avant, non, ils sont par équipe et je leur dis, voilà, vous avez 10 minutes pour construire un plan et je vous demande de le faire sous la forme d'une carte.
Si j'ai un groupe d'étudiants qui ne veut pas utiliser une carte mentale, qui préfère utiliser une matrice ou un tableau, ils utilisent une matrice ou un tableau. Donc, je propose des outils pour faire un plan, mais je n'impose pas. Ici, par exemple, dans le karaoké, donc vous comprenez que vous avez 1 minute d'exposé, 2-3 minutes d'amélioration et puis 4-5 minutes d'échange. Et dans les méthodes que je vais vous montrer juste après, qui sont les mêmes, c'est toujours le même principe. Le ping-pong, c'est pareil. Vous avez une diapo, donc imaginez que la table de ping-pong, c'est une diapo. Là, je prends 2 élèves du groupe. Donc, par exemple, c'est la diapo de l'équipe 5 et je prends 2 étudiants de l'équipe 5 et ils vont présenter leur production à 2 voix. J'ai appelé ça le ping-pong parce qu'ils ne peuvent utiliser qu'une seule phrase et chaque phrase doit compléter la phrase précédente. Exemple, l'étudiant 1 va dire « Sur ce tableau, vous voyez le mode d'infection du coronavirus ». L'étudiant numéro 2 continue « Le coronavirus est donc un virus entouré de protéines qui s'appellent des spicules ». L'autre étudiant reprend « Ces spicules sont des protéines à la surface du virus », etc. Et donc, ils sont obligés de construire phrase après phrase un discours cohérent de manière à attirer l'attention. 1 ou 2 minutes de ping-pong, 2-3 minutes de complément par l'équipe qui a construit la diapo et à nouveau des questions. On a une question de Florence Oui. Qui demande quelles consignes sont données pour l'image de départ. Alors, l'image de départ, c'est comme ils choisissent. Il y a des élèves qui choisissent de projeter un schéma illustré. Ils peuvent projeter un tableau. Ils peuvent projeter une liste de mots. Ils peuvent projeter ce qu'ils veulent. C'est leur façon. Si je leur ai posé comme question expliquez-moi tel mécanisme, répondez à telle question, ils ont un mode de présentation libre. Bien sûr, dans ces exercices, ce qui peut arriver parfois, c'est que l'élève que je prends au hasard soit surpris du mode de présentation de l'autre équipe. Mais ce n'est pas un problème. L'important, c'est qu'il commence à exposer quelques minutes. Et moi, je peux aussi parfois aider à répondre. Ou quand un étudiant est en difficulté, je peux prendre un deuxième étudiant et je fais une présentation à 2 voix. Donc, quand je vois qu'un étudiant s'en sort bien, je laisse continuer 1 ou 2 minutes. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il ait amorcé la discussion. Parce que ce qui va être vraiment très important, c'est le groupe qui a construit la diapositive ou le schéma, comment il complète. Donc, ça oblige le groupe qui a produit la question, enfin la réponse, à être attentif. Et les autres élèves aussi doivent être attentifs parce que les questions qu'ils doivent poser, en général, ne sont pas sur des points qui ont été décrits de manière simple. Je vous montre de manière très courte d'autres méthodes. Ça s'appelle la battle. La battle, les élèves vont présenter deux contradictions ou deux aspects différents. Par exemple, si je reprends l'exemple de Napoléon, mais je pourrais en prendre en génétique, ok, Napoléon a perdu à Waterloo, très bien, mais il y avait quand même des éléments qui expliquent qu'il aurait pu gagner et d'autres qu'il aurait pu perdre. Et on peut attribuer à chaque élève le plus ou le moins, donc ce qui permet d'avoir un exposé qui est complémentaire. Avec les virus, par exemple, j'ai un étudiant, je lui demande de ne parler que de la structure, et l'autre, je lui demande de ne parler que de la fonction. Donc, il peut y avoir une alternance entre 2 éléments. Nous avons 2 questions. Oui. Une de Khadija qui demande, donc elle dit, les procédés exposés sont employés sur un temps court, combien d'heures? Parce que c'est intéressant, mais c'est quand même très chronophage. Oui. Donc, en général, moi, j'ai des séances de 2 heures de cours et on n'est pas obligé d'alterner. Je veux dire, quand j'ai des séances de 2 heures, je peux les faire travailler 1 heure sur les productions. Si vous avez des séances plus courtes, c'est sûr que si vous faites cours pendant 55 minutes, vous ne pouvez pas utiliser mes exercices dans les mêmes laps de temps. Donc, vous choisissez entre un ping-pong, une battle ou alors une éclipse. Vous voyez, par exemple, ça, c'est l'éclipse. Ça, c'est pour gagner du temps. Vous avez une production, donc c'est une production qui est vraiment importante. Et pourquoi j'appelle ça l'éclipse? Parce que je vais m'intéresser qu'à une partie de la planète. Autrement dit, les étudiants projettent un schéma particulièrement complet et moi, je repère sur ce schéma le point qui est crucial. On ne va pas perdre du temps à détailler les parties que tout le monde a captées. Et donc, je force les étudiants pendant 5 minutes à ne focaliser leur explication que sur un point donné. Donc ça, c'est des exercices qui peuvent faire gagner du temps. Et oui. Pardon, alors j'ai 2 autres questions. J'ai une question de Mireille qui demande si tous les exposés sont sur le même sujet. Non, du tout. Il y a des exposés qui peuvent être… moi, je travaille en génétique, mais il y a des exposés qui peuvent être comparés de modes d'infection. Il y a des exposés qui peuvent être décrivez une structure. Il y a des exposés qui peuvent répondre à une question. Par exemple, pourquoi peut-on vacciner contre le virus de la grippe ou de la rage, mais pas contre celui du VIH? Donc, ça peut être des problématiques.
Donc, il y a vraiment, ça peut être aussi, comme mes étudiants construisent les chapitres, ils peuvent aussi exposer sur une partie de leur chapitre qu'ils ont envie de décrire plus en détail. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Je vais vous montrer juste deux derniers exemples qui marchent très bien, même dans des cours de 50 minutes. Ça s'appelle trouver l'erreur. Donc, mes étudiants le font, mais je le fais aussi. Je leur dis, voilà, je vais vous expliquer pendant 5 minutes un concept important et je vais y introduire de manière consciente une erreur ou deux erreurs. Ça sera charge à vous de les trouver. Je ne vous donnerai pas la solution, mais en groupe, vous êtes capable de trouver ces erreurs. Donc, ça les oblige à être super attentifs. Je peux vous dire que quand je fais 5 minutes ou 10 minutes, ou que mes étudiants, certains arrivent à le faire, de l'exercice trouver l'erreur, eh bien, vous avez forcément un niveau d'attention des étudiants très… parce que vous avez gamifié un peu. Ils doivent trouver l'erreur. Vous imaginez un cours de maths où dans une formule, il y a une erreur et par équipe. C'est toujours par équipe hein, qu'ils doivent trouver l'erreur en question. Ça, c'est l'exercice qui s'appelle trouver l'erreur. Il y a un autre exercice qui s'appelle le PowerPoint muet ou l'expo muet. Donc, ça marche aussi super bien. Et ça marche aussi bien en ligne qu'à distance qu'en présentiel. On projette une production d'un groupe. Donc, les étudiants voient leur production, je dirais, au tableau, mais il n'y a pas d'exposé. Donc, il n'y a pas d'exposé parce que ils doivent lire ce qui se passe. Ça peut être projeté, mais ça peut être un document qui est distribué. Et là, ils ont 3-4 minutes pour regarder ce qu'ils comprennent et ils doivent poser des questions, mais les questions doivent être collectives. Autrement dit, l'élève que vous voyez lever la main, il ne va pas poser une question, personnelle, il va poser une question qui vient de son groupe. Donc, ça dure 1 ou 2 minutes pour s'imprégner du schéma. Ils ont 1 ou 2 minutes entre eux pour soit répondre à une question, ou alors je leur demande qu'avez-vous compris de ce schéma. Donc il lève la main et il dit, pour nous, équipe 3, on a compris que ce schéma représentait ça, voulait dire ceci. Et donc l'équipe qui a produit la diapo, ou si c'est le prof, bien doit réagir. Est-ce que c'est vraiment le message que j'ai voulu faire passer? Voilà, donc je vous ai montré 4, 5 ou 6 modes de présentation très ludiques. J'en ai au moins une quinzaine de différents. Ce que j'évite de faire, c'est d'aligner 5 karaokés d'affilée, 3 battles de suite, parce que les étudiants se lassent très vite de l'innovation. Donc à chaque fois, il y a des variantes. Et ce que j'ai observé, c'est que quand un exercice comme ça dure un quart d'heure, donc on peut faire travailler 50 étudiants. Moi, c'est ce que je fais. Je peux faire travailler 50 étudiants sur un quart d'heure complet d'attention maximale en focalisant sur des points majeurs du cours. Effectivement, si vous utilisez mes exercices pour exposer tout le cours, ce n'est pas du tout performant. C'est des exercices qui servent pour travailler sur des focalisations. On a plusieurs questions. Oui, je vous en prie. Pour ceux qui s'intéressent à savoir, pardon, je peux? Oui, je bien vous sûr, en prie, allez-y. J'ai vu tantôt qui précise que lui, il a expérimenté le théâtre aussi pour présenter le travail de groupe par ses élèves de CM1 et CM2. Et bien là, il a une question à double volet. Du coup, il demande, est-ce que vous l'avez déjà expérimenté, cette méthode? Et puis, quelle idée, selon vous, pourrait favoriser une certaine interactivité dans la classe quand on utilise cette méthode-là? Alors moi, personnellement, je ne l'ai pas utilisé, sauf que ça me tente, ça me démange de leur demander de jouer le rôle du virus, de la bactérie ou de l'anticorps, parce qu'ils pourraient faire des mimes intéressants. Mais j'ai des collègues qui font ça dans des cours de gestion, marketing, des cours de communication, donc qui utilisent ce qu'on appelle des scénettes ou de la théâtralisation. Et ça, c'est très performant. J'utilise ces exercices dans des ateliers de co-design, de design thinking avec des entreprises, mais je ne l'utilise pas avec mes étudiants parce que ça se prête un peu moins à la génétique. Mais c'est une très bonne méthode. Donc, s'il y a des enseignants qui utilisent ces méthodes-là, il y a des choses qui peuvent être exprimées et comprises alors qu'un élève ne le comprendra pas du tout en lisant un texte. Je vais vous montrer juste sur un dessin très court, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, ce que j'ai appelé l'imprégnation. Tout à l'heure, quand vous avez travaillé, je ne sais plus quelle équipe a travaillé sur cette question-là, je pense que c'était l'équipe 2. Tous les sujets que vous avez proposés dans l'imprégnation, c'était du travail donné à vos élèves avant le cours. Moi, j'essaye aussi de les imprégner pendant le cours, en direct.
Et donc, ce que je fais, c'est la chose suivante. Imaginons que pendant 10 minutes, j'ai besoin, 10 minutes, ouais, j'ai besoin de leur expliquer de manière classique une partie du cours fondamentale, vraiment importante. Il n'y a que moi qui peux leur transmettre cette connaissance. Mais je sais que c'est une partie du cours compliquée. Je me dis que je vais peut-être en perdre au bout de 3 à 4 minutes. Alors, je les mets en groupe et je leur dis, voilà, je vais vous poser une question. Je leur dis, vous avez 10 minutes, donc vous avez 10 minutes, pas plus, hein, 10 minutes, à peine un quart d'heure, mais 10 minutes pour répondre à cette question. Exemple, pourquoi est-il nécessaire de vacciner des gens contre la grippe chaque année? Voilà. Sous-entendu, leur expliquer les mutations du virus et que ce ne sont pas toujours les mêmes anticorps. Mais la question, elle est très simple. Pourquoi, à votre avis, il est nécessaire de vacciner des personnes plusieurs fois par an, enfin plusieurs fois chaque année, alors que le vaccin fonctionne? Top, c'est parti, vous avez 10 minutes. Et là, ils sont en équipe, ils sont connectés, ils écrivent sur le tableau, vous avez enclenché le travail. Et vous les laissez, je les laisse travailler à peine 2 minutes, à peine 2 à 3 minutes. Je regarde un petit peu. Et quand je vois qu'au bout de 2 à 3 minutes, allez, maximum 4, 5, mais très court, j'arrête et je leur dis stop, on arrête tout. Alors ça les frustre parce qu'ils sont en train de travailler et je leur dis écoutez, on arrête, vous avez tous commencé, je vais vous l'expliquer en 5 minutes ou en 8 minutes. Et là, je me mets au tableau, je projette mon schéma et je leur fais l'explication de la manière la plus claire possible. Comme tout leur cerveau sont déjà connectés sur le sujet, en train de commencer à préparer, eh bien, j'ai un niveau d'attention excellent. C'est-à-dire que je suis en train de leur faire un cours magistral, classique, mais j'ai imbibé leur cerveau pendant 2 à 3 minutes sur le sujet. Alors évidemment, cette imprégnation, je ne peux pas le faire à chaque fois parce qu'ils ne se laisseront pas prendre une deuxième ou une troisième fois. Mais j'utilise ces imprégnations en direct 1 ou 2 fois dans l'année quand j'aborde des sujets compliqués et c'est assez performant. En tout cas, j'obtiens de bons résultats parce qu'ils ne sont pas là, je dirais, consommateurs avec leur clavier ou leur crayon en attendant que le prof leur dise petit 1, petit 2 ou petit 3. Voilà. On a des questions au niveau de l'adaptation. Donc, on demande, donc, adapté au lycée, ok, mais on demande si c'est adaptable au collège, mais aussi est-ce que c'est adaptable pour toutes les disciplines? Oui, je pense que ce n'est pas adaptable, mais on peut s'en inspirer dans tous les niveaux et toutes les disciplines. En général, moi, quand je fais ces exercices, là, je vous les décris avec des dessins, vous vous imaginez la scène, mais je les fais pratiquer avec des profs. Donc, je vous mets en équipe, je vous aurai posé des questions et vous vivez dans l'atelier réel, ce que le distanciel ne permet pas de faire aujourd'hui. Vous vivez des sensations dont vous vous dites, tiens, cette partie-là, elle peut être intéressante. Moi, j'aime pas trop les adaptations si elles sont trop copier-coller de méthodologie. Donc, dans les différents outils que je vous montre, nous, on les discute en lycée, en collège, en primaire, secondaire et aussi même en formation continue. Et les enseignants qui expérimentent, donc quand je suis en contact avec des enseignants qui expérimentent les outils que je leur ai présentés, eh bien presque jamais ils n'utilisent les outils tels que je les ai présentés. Ils regardent un peu ce qui peut les intéresser dans la méthode que j'utilise moi. Et même moi, d'ailleurs, ma méthode, elle peut changer. Donc, quand je fais des ping-pong, des karaokés, des imprégnations, d'une semaine à l'autre ou d'un groupe à l'autre, je peux apporter des adaptations qui font que ça bouge, quoi. Il ne faut pas faire du copier-coller sur de la méthodologie. Je vais vous montrer quelques exemples encore très courts. Je vais détailler un peu moins et vous pourrez peut-être me poser des questions sur des sujets. Ici, j'ai un exercice qui s'appelle la tricherie obligatoire. Je vous donne juste la définition. Je n'aurai pas le temps de la décrire, mais si vous êtes intéressé, je peux vous l'envoyer. Donc, les étudiants travaillent par groupe, ils doivent répondre à des questions, ils vont être notés. Et pourquoi j'appelle ça la tricherie obligatoire? Parce qu'à 5 minutes avant de rendre leur copie, j'autorise chaque groupe de désigner un élève de leur choix pour aller chercher des informations partout, aller chercher des informations dans un autre groupe, échanger, communiquer. Donc, si un groupe d'élèves a 15 minutes pour réaliser un travail, les 2 ou 3 dernières minutes, ils sont libres d'aller chercher de l'information dans d'autres groupes, voire même parfois tricher auprès du professeur. J'ai un autre exercice qui s'appelle le QCM intelligent. Un QCM, c'est souvent bête parce qu'il faut entourer les bonnes réponses et cocher les mauvaises. Dans le QCM intelligent, les étudiants vont répondre à un QCM. Des fois même, ils construisent le QCM eux-mêmes. Et
dans un QCM intelligent, il faut repérer les bonnes réponses, mais pour avoir des points, il faut aussi expliquer pourquoi les autres sont fausses. On ne peut pas avoir de points si on ne comprend pas, on n'explique pas pourquoi les autres sont fausses. Ce qui évite d'avoir des points en cochant des cases au hasard. Donc, j'ai parfois un groupe d'élèves qui construit le QCM, un autre groupe d'élèves qui répond au QCM et un troisième groupe d'élèves qui corrige le QCM. Donc, quand je fais 3 rotations, chaque groupe d'élèves peut construire un QCM en équipe, répondre à un QCM d'un autre groupe et corriger le QCM. Vous imaginez l'équipe 3 qui corrige le QCM de l'équipe 1 avec les réponses de l'équipe 2, la démarche que ça peut faire en termes de mobilisation. Et vous avez sans doute des questions, mais je termine cette partie-là avec le QCM inversé ou renversé. Ce sont des étudiants qui construisent des QCM pour le prof. Et ça marche super bien. Donc, les étudiants, chez eux ou en groupe, doivent construire des QCM et c'est moi qui dois essayer de trouver les réponses. Et en fait, je vais les noter. Mais je ne vais pas les noter par rapport à mes réponses, je vais les noter par rapport à la pertinence de leur QCM et ce qu'ils auront pu mettre à l'intérieur. Donc, les étudiants sont évalués non pas sur les réponses, mais ils sont évalués sur les questions. Et vous savez, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. À partir du moment où des élèves sont capables d'écrire des questions pertinentes, éventuellement de travailler des barèmes, eh bien, on peut imaginer qu'ils ont une certaine compréhension du sujet. Tout ça, c'est fait en équipe, hein, c'est fait en groupe. Si vous demandez à mes étudiants, est-ce que c'est difficile d'interroger un prof, un peu comme a présenté Jordi tout à l'heure avec ses copies renversées, est-ce que c'est difficile d'interroger un prof? L'étudiant répond, ben oui, parce qu'il faut connaître le cours, il faut être capable de construire une question, et puis après, il faut être capable de corriger le prof, parce que des fois, moi, je donne des fausses réponses où je fais exprès de ne pas répondre de manière correcte pour voir si les élèves ont repéré mes erreurs. Alors, je vais pas forcément toutes les faire, je regarde un peu le temps, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Pardon, il nous reste un peu moins d'un quart d'heure, on va dire 12 minutes. Un peu moins d'un quart d'heure. Et il y a quelques questions. Il y a pas mal de questions. Allez-y, alors posez des questions, allez-y. Ok, alors, mince, pardon, j'ai perdu. Oui, on nous demande si les outils que vous décrivez, ils seront tous décrits dans la classe renversée des éditions Ellipse. Non, je vais t'accuser de faire du teasing, mais dans le bouquin La classe renversée, je décris beaucoup d'exercices. Enfin, je veux dire, j'en décris quelques-uns. Mais hier, j'ai porté chez Ellipse, c'est un hasard de la programmation, hier, j'ai porté la suite, un ouvrage de 250 pages avec à peu près 180 dessins qui décrit toutes ces méthodes et des méthodes de travail collaboratif. Donc avec une collègue, on vient de terminer un ouvrage sur toutes les méthodes collaboratives que vous pouvez utiliser en classe, mais pas uniquement. Et dans l'ouvrage qui va sortir sans doute au mois de février-mars, dont je ne peux pas vous donner le titre, je n'ai pas le droit, mais dans cet ouvrage-là, vous aurez les méthodes en détail. Maintenant, si vous avez envie de connaître ces méthodes et vous m'envoyez un mail, je peux vous envoyer des extraits du manuscrit par Word et vous pouvez les utiliser. Donc, je peux très bien vous donner déjà je dirais des extraits du livre avant qu'il sorte. Je n'ai pas de problème pour ça. Christelle demandait si pour la battle, les deux idées complémentaires sont traitées par des groupes différents. Elle demande si c'est bien ça. En général, moi, quand je fais une battle, comme c'est plus compliqué, je prends 2 élèves du même groupe. Par exemple, quand je fais un ping-pong ou une battle, je prends 2 élèves du même groupe. S'ils sont très forts, je prends d'autres élèves. Mais c'est surtout pour les karaokés ou les éclipses que je change de groupe. Mais plus l'exercice au tableau est difficile, plus je choisis plutôt des élèves du groupe qui ont produit le schéma, parce que ça les met au départ un peu moins en difficulté. Ok. Antonio demande comment travailler le grand oral, avec quels outils? Alors, moi, j'ai créé des ateliers pour des lycées. Je travaille avec des lycées, des établissements qui préparent le grand oral, mais je ne prépare pas au grand oral. En fait, ma vision des choses avec mon équipe, c'est la suivante. Si on veut préparer des élèves à être bons à l'oral, il ne faut pas les préparer au grand oral tel quel. Il faut les préparer en seconde, première ou terminale à différents types d'exercices dans lesquels on pratique l'oralité, des exercices très différents. Et je pense que c'est seulement en terminale, vers la fin, qu'on va les préparer à l'épreuve elle-même. Pour moi, l'erreur serait de préparer des élèves au grand oral dès la seconde, par exemple, parce que plus vous préparez des élèves à un type d'exposé oral,
à l'avance, plus vous allez les cristalliser sur ce type d'oral et ils vont perdre totalement leur spontanéité. Donc, mes étudiants ou des élèves qui pratiquent différents types de présentation orale, à un moment donné, quand vous leur dites, voilà, le grand oral, ça se passe comme ça, avec des règles et des répétitions, ils vont avoir beaucoup plus de facilité. Il reste 10 minutes, alors est-ce que vous voulez que je continue les questions? Comme il reste 10 minutes, je vais quand même vous montrer 2-3 choses dont j'ai parlé ce matin. Ça c'est du teasing, hein. C'est le devoir non surveillé qui ne finit jamais. Je dis en une seule phrase, mais je pourrais vous l'envoyer. Je mets mes élèves dans la position d'un devoir surveillé, non surveillé. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que les étudiants vont remplir des copies, c'est numérisé, mais ils vont pouvoir continuer à remplir leurs copies chez eux. Donc en fait, le devoir non surveillé se passe en salle. Donc pendant 1 heure, mes étudiants sont dans une salle. Le prof ne les surveille plus, il aide à remplir les questions. Et les étudiants ont 1 semaine, comme c'est sur des documents numérisés dans le cloud, pour enrichir leurs copies. Donc quand je corrige mes copies, il y a une heure de travail et ils peuvent travailler dans la semaine pour enrichir leurs copies. Ça, c'est un vote pondéré. Donc, j'ai des étudiants qui produisent des chapitres. Ils produisent des chapitres et je leur demande d'évaluer les chapitres des autres. Donc, vous voyez, un élève peut donner un avis sur le chapitre d'un groupe d'un autre élève. Mais ce que je leur demande, ce n'est pas d'évaluer je dirais le niveau du chapitre. Je ne demande pas à un étudiant c'est quoi le chapitre qui a été le mieux travaillé. Je leur demande d'évaluer la compréhension qu'ils ont du contenu. Donc, ça oblige mes étudiants par équipe à construire des chapitres ou à construire des exposés bien faits. Mais ce qui est important, c'est qu'ils doivent être compréhensibles par les autres. Donc, l'équipe 1 que vous voyez là, le chapitre 1 en haut à gauche, il est peut-être très bien construit, mais s'il n'y a que le prof qui le comprend, eh bien, pour moi, il n'est pas efficace. Il faut qu'il y ait un niveau de compréhension partagé. Un autre exercice qui est ici qu'a présenté Jordi, c'est les devoirs à la maison. Donc, moi, je fais des devoirs à la maison. Donc ici, vous imaginez mon épouse qui me demande si j'ai bientôt fini de corriger mes copies parce qu'on va peut-être passer à table ou faire autre chose. Eh bien, là, je lui réponds non, je ne corrige pas de copie. En fait, je rédige ma copie. Donc, je rentre chez moi et je n'ai pas de copie à corriger, mais j'ai des questions posées par mes élèves et je réponds à ces questions avec des bonnes et des mauvaises réponses. Et donc, les étudiants, comme dans l'exemple qu'a donné Jordi tout à l'heure, vont corriger les questions, mes réponses, pardon, et je pourrai voir s'ils ont repéré mes bonnes et mes mauvaises réponses. Voilà, donc ça, c'est un peu sur l'évaluation. Juste en quelques mots aussi, moi, j'ai arrêté l'évaluation avec les notes sur 20, même si à la fin, j'ai toujours des notes sur 20. Donc, je ne note plus mes étudiants sur 20, j'utilise des scores. Donc, vous voyez ici, ce que vous voyez sous les yeux, ce n'est pas un quartier de Manhattan, c'est en fait un fichier Excel avec des colonnes. Chaque colonne représente un étudiant et les étudiants accumulent des points. Donc, je ne paye plus mes étudiants avec des notes sur 20, je leur donne des scores et ils enrichissent leurs scores. Donc, quand un travail collectif est rendu ou quand un travail individuel est donné, eh bien, je leur attribue des points. Je leur donne plus de points quand c'est un travail collaboratif et moins de points quand c'est un travail individuel. Donc, les groupes d'étudiants comprennent que plus ils montent leur score et plus ils veulent monter leur score, plus ils ont intérêt à faire de la production collective. Et c'est pour ça qu'il y a des passagers clandestins. Donc, les passagers clandestins, ce sont les élèves qui profitent un peu du groupe en se disant « coup de bol, je suis dans un groupe qui avance bien ». Et donc, les autres élèves essayent de gérer ça par eux-mêmes, mais ils doivent faire confiance à l'enseignant. Donc, moi, je suis dans ma classe avec mes élèves et je repère très rapidement, quand j'ai 50 élèves, je peux vous dire qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, j'ai repéré plus ou moins les passagers clandestins. Mais pour que ce soit correct, je leur propose un test suivant. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, c'est le test du 180 degrés. Donc, je leur donne des petites fiches à remplir dans lesquelles ils vont s'auto-évaluer sur des critères, par exemple, quelle était ma participation à l'équipe, est-ce que j'ai recherché de l'information, est-ce que j'ai participé à la rédaction du chapitre, est-ce que j'ai participé à la composition des questions, est-ce que j'ai aidé un camarade dans mon groupe. Et donc, je leur pose des questions, il y a des scores, je leur fais confiance et ils me font confiance parce que s'il y a une connivence entre les élèves, vous voyez par exemple les 2 élèves qui se trouvent sur ce dessin, s'ils décident de négocier un peu leurs notes, eh bien ça leur posera un problème par la suite parce que j'obtiens ce genre de résultats. J'obtiens des histogrammes cumulés. Ici, vous avez par exemple 6 groupes. C'est un vrai histogramme. C'est un histogramme de l'année dernière ou il y a 2 ans. Vous voyez, il y a des scores, ça va de 0 à 5.
Et donc, vous repérez les groupes. Donc, ils s'auto-évaluent sur une échelle de 0 à 5 et ils vont évaluer les autres élèves dans le groupe. Mais ils ne vont pas les noter, ni leur mettre des notes. Ils vont juste évaluer la perception qu'ils ont du travail des autres. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas forcément évident à faire avec des élèves selon leurs âges. Si vous faites ça avec des élèves de 8, 9 ans, 10 ans, 15 ans ou des presque adultes, eh bien, la façon de présenter l'exercice ou de le transformer, elle est différente. Et là, si vous voyez bien, vous repérez que dans l'équipe 1, par exemple, l'histogramme le plus à gauche, ben moi, j'ai repéré un passager clandestin, c'est le numéro 5. Je ne fais pas de différence entre le 2, le 3, le 4. Ce qui m'intéresse, c'est le décalage. Et vous voyez, la note n'a pas de sens. Hein. Ça peut monter à 3, à 4 ou à 5. Si vous regardez bien, par exemple, l'histogramme qui est complètement à droite, donc les élèves de 36 à 40, bien sûr, il y a des différences. Mais pour moi, il n'y a pas de passager clandestin. Ça se vaut à peu près. Par contre, sur l'ensemble de la promo, vous repérez quand même 1, 2, 3, 4 ou 5 histogrammes très bas. Et ça correspond presque toujours à des élèves que moi j'ai déjà repérés dans la classe comme étant un peu moins contributifs. Alors cette année, je n'ai pas pu le faire parce que cet exercice-là ne peut pas se faire à distance. Donc j'ai utilisé ce que j'ai appelé tout à l'heure pour provoquer un peu la méthode du concours de l'Eurovision. J'ai attribué des poules de points à des élèves et je leur ai demandé, un peu comme un pays va noter un autre pays 12 points, 10 points, 8 points. Ça ressemble un peu à ce que Tram a présenté tout à l'heure dans la production de son groupe. Je donne un stock de points à des élèves et ils vont répartir ça sur les autres élèves du groupe. C'est ce qu'on appelle un vote pondéré. Ça marche bien. C'est moins pertinent que le 180 degrés, mais je n'ai pas eu le choix parce que ce n'était pas possible de faire un test aussi sophistiqué que le 180 degrés quand vous avez vos élèves en distanciel. Et dernière... de prendre des questions. Oui. Oui, je vous en prie. Il y a Naomi qui demande pourquoi les productions individuelles sont-elles moins valorisées que les productions collaboratives? Alors, elles sont valorisées, mais je vous donne un exemple. Quand un groupe construit un chapitre, quand un groupe résout un exercice, quand un groupe fait une proposition, je leur donne par exemple 20 points chacun, 30 points chacun. Par contre, quand il y a des productions individuelles, dans ma classe renversée, il y a peu de productions individuelles du genre je vais au tableau et je fais un exposé individuel. Ce que j'appelle des productions individuelles, c'est peut-être pas le bon terme, c'est un peu des niveaux de compétences individuels. Exemple, si un étudiant prend la parole, si un étudiant demande pour aller au tableau, si un étudiant aide un autre camarade de classe, si je vois qu'un étudiant propose ou donne une mauvaise réponse, si je vois qu'un étudiant gère l'organisation du groupe, je rajoute des points individuels que je qualifierais plutôt de bonus. Et donc, je n'ai pas d'évaluation individuelle dans mon cours. La seule évaluation individuelle que j'ai, c'est à l'examen, où là, les étudiants vont répondre individuellement à des questions. Et là, je verrai le jour de l'examen si ils sont capables seuls de répondre à des problématiques qui ont été travaillées en équipe. D'accord. Il y a aussi des questions autour de la technique du 180 degrés. Oui. Est-ce que c'est une auto-évaluation ou bien c'est auto-évaluation plus évaluation des membres du groupe? C'est dans un premier temps une auto-évaluation. Donc, les étudiants découvrent le test au fur et à mesure qu'il se déroule. Donc, dans le premier temps, ils s'auto-évaluent sur une échelle de 0 à 5. Ils ne se mettent pas des notes. Hein. Chaque niveau correspond à quelque chose. 1, ça veut dire telle chose. 2, ça veut dire telle chose. Donc ça, je n'ai pas le temps de l'expliquer. Ils s'auto-évaluent et ils ont donc leur propre score personnel dans les 5 catégories, par exemple les barres que vous voyez. Et ensuite, ils vont évaluer la perception qu'ils ont du travail des autres. Exemple, si un étudiant s'est mis le score de 4 et qu'il considère que les autres dans son groupe ont le même niveau de travail que lui dans cette compétence, eh bien, il ne l'évalue pas. Ils mettent exactement le même score. Donc, si un étudiant s'est mis 3, il met 3 aux autres. S'il s'est mis 5, il met 5 aux autres. Ce n'est pas une note, c'est un niveau. Par contre, si un étudiant pense que un camarade de son groupe a un peu plus contribué ou un peu moins, il se met plus 1 ou moins 1. Je leur donne une méthode qui est vraiment calibrée. Et donc, ils se laissent guider pendant la méthode. Et donc, ça me permet d'avoir des histogrammes qui, à chaque fois, sont vraiment très pertinents et faits avec bienveillance et honnêtes. Et ça, je ne peux pas le faire à distance. Elle est détaillée, cette méthode. Je pourrais vous l'envoyer.
D'accord. Je vais terminer juste, bon, c'est mon dernier schéma, comme ça, s'il reste une minute ou deux, je répondrai à la question. Mais le dernier schéma, c'est la note de 10 sur 20. À la fin de chacun de mes cours, les étudiants ou les élèves prennent une fiche, une petite fiche, et ils vont écrire. Donc, ça dure 2 minutes, c'est toujours à la fin d'un cours, et ils vont écrire sur cette fiche quel est le point qu'ils ont préféré pendant la séance et quel est le point qu'ils ont détesté. Enfin, ce n'est pas préféré et détesté dans le sens d'affection, c'est quelle est la partie du cours, le type d'exercice qu'ils ont vraiment envie de recommencer parce que ça leur a appris telle chose, et quelle est la méthode ou la partie du cours ou la façon de les faire travailler qu'ils n'ont pas supporté. Donc, tous mes cours se terminent avec 50 étudiants, avec à chaque fois 50 évaluations positives et 50 évaluations négatives, toujours. Et les évaluations positives, je m'en sers pour continuer à proposer ces exercices parce que je vois que ça leur plaît. Tandis que les évaluations négatives, eh bien, ils font des propositions, c'est-à-dire qu'ils les récupèrent. Je les rentre dans un fichier Word, ils ont accès au verbatim, et donc je les responsabilise. Vous n'avez pas aimé les ping-pong, les karaokés, les battles, les 180, etc. Proposez d'autres méthodes. Donc mes étudiants participent aussi à la transformation du cours. Autrement dit, pour le dire autrement, si vous lisez le livre La classe renversée et si vous venez dans ma classe aujourd'hui, ben vous verrez des transformations parce que chaque année, il y a des modifications qui sont apportées par l'évaluation des élèves. J'en appelle à Catherine, Cassandra et Locénie pour voir s'il nous reste juste un peu de temps pour quelques questions, si on est arrivé au terme. Il est 17h32, mais en soi, c'est la dernière séance avant la pause et c'est seulement à... Attendez, excuse-moi, je n'ai pas le planning sous les yeux. On peut prendre 2-3 questions très rapides. Oui, parce qu'à 17h50, si vous voulez, voilà, on peut se prendre encore 5-6 minutes si vous voulez. Mais si vous êtes un peu frustré parce que je vous montre beaucoup de choses, bon, il y a le livre, mais ce n'est pas tellement l'ouvrage qui est intéressant, c'est les blogs et mon mail. Donc, c'est facile de m'envoyer un mail et je peux vous envoyer des vidéos, des liens, je peux vous envoyer j'ai des pages qui sont un peu présentées. Et vous pouvez aussi, si vous avez une question un peu plus précise, me contacter assez facilement. Et dans les deux sens, d'ailleurs, si vous-même, vous utilisez des outils, des méthodes qui ressemblent pour répondre aux 6 questions que je vous ai posées en début d'atelier, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment vous faites, parce que c'est aussi à vous d'enrichir ma boîte à outils. Donc, je ne sais pas, Locénie, tu vois des questions ou Cassandra? J'ai une question de Jérôme qui demande s'il y a des étapes intermédiaires par lesquelles il faut passer pour arriver à faire travailler les élèves en classe renversée. Non, il faut tester. Moi, il y a 8 ans, je ne faisais pas du tout de classe inversée ni renversée et j'ai juste inversé un chapitre. Donc, j'avais un cours classique normal. Et ben, le chapitre 3 n'était pas marrant. Je faisais tous les chapitres classiquement et puis j'ai décidé d'inverser ou de renverser un chapitre. Donc, vous pouvez, si vous avez par exemple un programme sur toute l'année, décider qu'à certains endroits, vous dites aux élèves, cette partie-là, ben, c'est vous qui allez la faire. Donc, moi, je vous fais le cours normalement et vous faites des essais. Donc, il faut tester, je pense. C'est important. Vous n'êtes pas obligé de renverser tout d'un seul coup. On vous demande comment noter les passagers clandestins. Oui, donc là aussi, je pourrais vous le donner par écrit, c'est un peu plus long. En fait, je fais la comparaison. La méthode du 180 degrés, ça me permet juste de voir si la liste des 4 ou 5 que j'ai repérés correspond à la liste des 4 ou 5 repérés par les élèves. Chaque année, sur 50 élèves, j'ai à peu près 4 à 5 passagers clandestins. 4 à 5 sur 50 élèves. Et donc, je les prends en tête à tête, en fait. J'ai un petit entretien avec eux. Et je leur dis pas d'entrée, mais je minore ou je majore moins leur... Donc, ils profitent quand même un peu du travail collaboratif parce que ce n'est pas un jugement. Mais j'évite de majorer leurs notes et je la minore parfois. Ça dépend du niveau. Parce que pendant l'année, je les suis quand même. J'ai une grille d'évaluation. Donc, je ne compare pas juste une impression. J'ai ma grille d'évaluation individuelle et je compare avec le ressenti des élèves. Alors, on vous demande s'il sera possible de leur envoyer un exemple du test du 180. Pardon. Oui, tout à fait. Il est écrit, je peux vous l'envoyer. Et pareil, si le diapo ainsi que l'enregistrement sera... Mais ça, normalement, ça sur le site à la fin du clip. Voilà, donc moi, l'enregistrement, j'ai enregistré la partie 1 et la partie 2. Je pense que la partie 1, c'était un peu du travail en groupe, on s'est répartis. Dans la partie 2, peut-être que vous allez retrouver des explications. Et puis, j'ai quelques vidéos dans lesquelles j'explique aussi ces méthodes qui pourraient vous intéresser.
mais je vais voir avec l'organisation sur quelle plateforme vous mettre à disposition ces présentations. Okay. Et sinon, tout le monde vous remercie et ils disent que c'était très intéressant et que ça les a beaucoup aidés. Voilà, moi je vous remercie beaucoup aussi parce que vous étiez quand même 70 et j'avais proposé de faire un atelier géant jusqu'à 80 personnes mais en réel, donc dans une très grande salle, et c'était organisé jusqu'à ce qu'il y ait cette pandémie qui nous ait fait travailler à distance. Mais ce que je vous propose et ce que je proposerai à l'association La Classe Inversée, à partir du moment où on refera des clics en présentiel, d'organiser l'atelier, cette fois-ci dans une grande salle à 80 personnes, et de vous faire vivre les exercices pendant 2 heures. Comme ça, vous vivrez ma classe pendant 2 heures. Voilà, merci à vous. Puis moi, j'en profite aussi pour remercier Catherine, Cassandra et Locénie, sans qui j'aurais été bien incapable de monter cet atelier à distance parce qu'il a fallu gérer pas mal de choses en direct, et ça prouve aussi qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Hein. Donc, faut toujours faire confiance aux autres pour pouvoir faire ce genre de choses à distance. Merci à vous en tout cas et bon colloque. On se retrouvera dans les salles parce qu'à partir de maintenant, je vais redevenir participant au clic et non plus intervenant. Oui, c'est bien de le rappeler, hein, je crois. Il y a le temps de convivialité qui va s'ouvrir, je crois, à partir de 17 h. Donc, ceux qui voudraient y passer, faire un tour, ce serait bien. C'est la salle principale à l'entrée. Oui, à 17h50.